Bienvenue dans toutes les France, une intelligence et une conscience qui n'a cessé de penser le monde, une œuvre riche et foisonnante, redécouverte d'Édouard Glissant, avec nos invités. Tout d'abord, Monsieur Loïc Serry, vous êtes directeur de l'Institut de formation universitaire pour étudiants étrangers. Vous connaissez bien Édouard Glissant, vous avez organisé un colloque à Carthage, co-organisé ce colloque en tout cas, autour d'Édouard Glissant, lecture, épreuve, extension d'une poétique de la relation. C'est publié par les presses universitaires de Bordeaux aux éditions Sémaphore. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, monsieur Alain Borer, vous êtes écrivain, essayiste, vous avez été critique d'art, romancier, dramaturge, vous avez reçu surtout le prix Édouard Glissant, qui a été décerné par l'université Paris 8 pour l'ensemble de votre œuvre. On va citer votre ouvrage intitulé Le ciel et la carte, carnet de voyage dans les mers du Sud à bord de la Boudeuse. C'est aux éditions du Seuil dans la collection Peuple de l'eau, une collection qu'a fondée Édouard Glissant. Exactement. Merci infiniment, Alain Borer, d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Madame Sophie Bourrel, vous êtes actrice, vous avez travaillé avec Édouard Glissant depuis 2005. Depuis d'ailleurs, vous lisez ses textes. Et on aura le grand plaisir, avant la fin de l'émission, de vous écouter lire un de ces textes. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Monsieur Steve Baccarat, vous êtes cofondateur de l'Institut Tout Monde. Ça, c'est l'aspect, vous m'avez dit, un peu administratif, mais vous êtes surtout ami et compagnon d'Édouard Glissant. Alors on va revenir ensemble à cette œuvre foisonnante, à ces idées qui ont marqué le monde moderne, marqué en tout cas ce XXe siècle et le début aussi du XXIe siècle. Je veux parler d'une intelligence et une conscience qui n'a cessé de penser le monde, une lutte pour la renaissance culturelle négro-africaine, avec cette fondation au début du Front antillo-guyanais. Alors, à quoi correspond cette période, Monsieur Borer? D'abord, sur le plan de la littérature, mais il est vrai que nous sommes tristes. Oui. Nous partageons une grande tristesse. Et c'est d'abord un ami, un grand ami que nous pleurons. Et je me suis rappelé, en commençant à l'évoquer, son premier téléphone. Il m'appelle et il me dit « Alain, Radine ». On va dire non, Radine. Et c'était celui que nous allons évoquer, dont la figure est très importante, pour des raisons que j'espère que nous arriverons à dire. Oui. Mais nous perdons un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui savait ce qu'était la vie, l'amitié, et qui la pratiquait. Alors ça, c'est très émouvant parce que ce n'est pas séparé de son œuvre. Oui. Et précisément dans cette époque que vous évoquez, c'est une question de révolte, de changer la vie. Il est dans Édouard Glissant, il est dans cette période du XXe siècle où les grands écrivains sont révolutionnaires. Alors, le point principal, d'abord, c'est un immense poète. Léic Serry va nous dire que c'est Homère, je te devance. Tu as raison, nous sommes d'accord là-dessus. Mais c'est un immense poète qui sait parler. Je sais, il radine, c'est comme Paul Valéry qui écrivait le Cimetière marin et qui disait « Je vais piquer un petit roupillon ». Il était dans la vie aussi, mais dans la vie pour la changer. Et cette époque donc, que vous nommez était celle d'un projet révolutionnaire. On ne peut pas comprendre l'objectif même de la poésie sans poser cette question que vous dites. Une première réponse, c'est qu'elle a lieu, cette œuvre, cette réponse, dans l'ordre de la poésie, elle a lieu en langue française. C'est une chose extraordinaire. Parce que les révolutionnaires de tout poil, au cours du XXe siècle, marxistes, nationalistes, rebelles et toutes sortes, se sont posé la question de savoir en quelle langue ils allaient écrire. Ils ont trois réponses. Ils ont une réponse marxiste-léniniste. C'est-à-dire, là, nous sommes dans les années 30-50. Oui. C'est-à-dire, on travaille la langue, on la change, on en critique le côté religieux. Il y a une réponse nationale. La créolisation pouvait être une réponse seulement nationale. Et la réponse d'Édouard Glissant rejoint celle de Saint John Perse.
je désigne mon ami Loïc Seri, qui est un grand spécialiste de Saint-Jean-de-Perse. Elle rejoint celle de l'immense Aimé Césaire, c'est-à-dire, j'ai fini, mais c'est le point principal, des grands, immenses poètes qui ont renouvelé la langue, qui aurait pu être la langue du maître, qui l'ont appropriée. Loïc Seri. Mais écoutez, je crois que ce que vient de dire Alain Boréas nous place déjà au cœur du sujet. Quand on parle d'Édouard Glissant, on ne peut pas parler d'une dimension du personnage. C'est véritablement un écrivain monde. Et puis c'est également quelqu'un qui se concevait dans une très grande humilité. Quand on était à ses côtés, on apprenait ce qu'était l'humilité. Il avait coutume de dire « je suis un déparleur », c'est-à-dire que je parle, vous pouvez ne pas m'écouter, mais je continue de parler. Et donc il y a effectivement cet art de vivre, cet art de la simplicité chez Édouard Glissant. Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, à la fin des années 50, il a fondé avec Albert Béville et puis quelques autres grands nationalistes, militants, Justin Cataillé et puis d'autres, ce front antillo-guyanais qui lui a valu eh bien, beaucoup de déboires, puisqu'il a été assigné à résidence à partir de 1959 jusqu'en 1965 par le pouvoir gaulliste qui ne supportait pas à cette époque ce qu'il concevait comme une atteinte à la sûreté de l'État. Il a été mis en résidence. Il était indépendantiste. Écoutez, il était indépendantiste et puis il a été désigné comme véritablement l'un des meneurs d'une sorte de fronde qui risquait de s'étendre, puisque on est dans les époques véritablement de la lutte castriste, etc. Et le pouvoir français, le pouvoir colonialiste... Mais qu'est-ce qui lui donne le goût de cette révolte? C'est pour ça que je suis parti de ce point-là, parce qu'il y a un avant, il y a un après, évidemment. Le goût de cette envie de se révolter contre... une oppression, une domination. Écoutez, ça nous ramène à l'œuvre, puisque la première œuvre romanesque, on va dire, c'est La Lézarde. Et La Lézarde, pour lequel il va obtenir le prix Renaudot en 1958, c'est déjà un discours anticolonialiste très clair. Ouais. Donc, après va suivre l'engagement, mais on a là effectivement une imbrication entre l'engagement de l'écrivain et puis l'œuvre qui ne va cesser dans des termes extrêmement subtils et pas du tout didactiques de clamer effectivement cette lutte anticolonialiste comme quelque chose de fondateur, vraiment. Sophie Borel. Moi, quand j'ai rencontré Édouard Glissant, c'était à travers un texte qui s'appelle Les Indes et qui est un poème justement qui parle de Christophe Colomb et qui évoque le monde et l'aboutissement du monde, le socle sur lequel il est posé maintenant. Et donc, c'est d'abord cet engagement-là qui m'a séduit, mais aussi sa langue. En fait, son engagement politique, et peut-être que son engagement poétique, sont une seule et même chose. Et qu'il avance dans les mots, qu'il construit des mots, qu'il avance dans son souffle poétique, avec à l'intérieur de lui ce moteur qui est justement cette nécessité de se révolter et de dire et de dénoncer. Steve Baccarat. Édouard Glissant, c'était par hasard. J'avais 15 ans, je déambulais dans les couloirs de la FNAC au Forum des Halles. On est arrivé à Paris et je suis tombé sur La Lézarde. Je me suis assis comme je m'assis sur le pot officier. En ouvrant les premières pages, je dis mais j'en aurai pour toute ma vie. J'essaierai d'arpenter cette œuvre parce qu'elle était complexe, elle ne se donnait pas facilement, mais j'ai compris la nécessité intérieure pour me construire un imaginaire, je dirais un imaginaire du tout monde, parce que Édouard Glissant, c'était une formation marxiste un peu. Et il rendait nécessaire en moi cette présence des mondes et qu'il fallait absolument changer d'imaginaire pour pouvoir me relayer. Donc ça a été l'acte fondateur et qui nous réconciliait avec la mémoire et la parole antillaise. Édouard Glissant avait coutume de dire que c'est dans ta langue que je m'exprime et c'est dans mon langage que je te comprends, pour nous faire comprendre que ces réalités, cette identité qu'il a mis, je dirais, en valeur, elle ne se contenait pas seulement à une identité, je dirais, de la racine unique. On va en parler, alors, mais c'est... On va revenir évidemment, parce que ça fait partie de l'évolution de son œuvre et de sa pensée, y compris politique. Alain Boréas, il est inspiré par Aimé Césaire, mais il s'écarte du concept de négritude. Pourquoi ? Alors ça, c'est un point très important. C'est le point par lequel on peut comprendre la taille réelle d'Édouard Glissant. Non pas seulement sur le local pourrait se diriger sa révolte, où elle serait fondée et légitime. Il est aussi, de par son nom même, et par son histoire, la voix des esclaves.
Il est celui qui désigne l'océan Atlantique comme le grand cimetière des esclaves. Il est celui qui en entend la voix et la porte dans la modernité. Alors, la question, c'est en effet, comme je le disais, avec mes amis qui font écho à cette chose essentielle, il est celui qui va le dire non pas en local, il ne va pas finir en timbre-poste de la Martinique. C'est déjà une belle chose. Mais il représentera le monde, il va penser le monde. Et il va penser le monde à partir de son local, mais avec la langue française, avec la langue du maître. Attendez. Enfin, son local qui n'est pas n'importe quel local, si je puis dire, parce qu'il y a quand même une histoire très chargée. C'est l'idée même du local. Le métissage, l'esclavage. Oui, c'est ça. Le local est absolument réduit, et profond, et grave, et singulier. Et c'est à partir de ça, ou bien on s'y referme, hein, ou bien on le donne, et non pas on le donne à penser, mais ou bien on pense à travers. Alors la question c'est que, j'insiste, je n'ai pas terminé tout à fait sur ce point qui est qu'il utilise, non, il n'utilise pas, il illustre, il réinvente la langue française. Voyez-vous. Alors regardez, la différence avec Césaire, c'est que Césaire aussi a fait ça. Il a fait une chose extraordinaire. Il utilise des mots comme éricipèle. Vous savez ce que ça veut dire, éricipèle? Il faut regarder le dictionnaire. Césaire, tu sais ce que ça veut dire? Pas du tout le titre. Alors, il faut regarder le dictionnaire. Ça veut dire, c'est le Christ du retable de Isenheim, qui est pour la première fois le tableau de Grunewald. Pour la première fois, le Christ est représenté comme un paysan, un de ces paysans réprimés dans les églises en 1500. Et à cette époque, on a utilisé le mot éricipèle, qui est le nom d'une maladie de la peau. Alors, il faut savoir tout ça quand tu lis le mot éricipèle dans Sangor. Sangor utilise d'ailleurs aussi ça, Sangor négritude, mais dans Césaire. Eh bien, Édouard également ne renonce à aucun des prestiges, aucune des difficultés extrêmes de la langue française. Mais en plus, il les renouvelle. Alors, c'est à ce plan-là de hauteur, n'est-ce pas, qu'il va réussir à faire passer, non pas à parler, mais à faire passer le local. Et à penser, non pas la langue, mais le tout monde. Loïc Serry. Bien, pour apporter une sorte de complément d'un point de vue, on va dire, non pas idéologique, mais de vision de la traite négrière par rapport à ce que vient de dire Alain Boréas à propos de cette invention de la langue, on peut dire que, bon, il y a ce moment matriciel du cahier d'un retour au pays natal en ce qui concerne le discours sur la traite négrière. Cela, on ne peut pas le retirer à Césaire, et de toute façon, tous ceux qui veulent opposer de manière idéologique et un peu simpliste Césaire à Glissant ont forcément tout faux. Mais la différence, c'est que Glissant va reprendre ce discours, mais comme véritablement un acte fondateur, en cela que là où s'arrête d'une certaine façon Aimé Césaire, c'est-à-dire au moment où on arrive à l'universel, d'une certaine façon, lui il dit non. Je n'ai pas de discours tout fait, l'universel, je ne sais pas ce que c'est. Je sais en tout cas que mon peuple vient du gouffre du bateau négrier et qu'il a créé, lorsqu'il est arrivé aux Amériques, en l'occurrence aux Antilles, une civilisation particulière, une langue particulière, et que tout cela, c'est ce qu'il appelle l'imprévu. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre réellement ce qu'il entend par créolisation. Mais c'est vrai qu'il y a ce discours absolument essentiel qu'on peut retrouver particulièrement dans Poétique de la relation, que Sophie Borel pourrait lire par exemple, qui est ce grand poème du gouffre, en somme, le gouffre de la cale du bateau négrier. Alors Sophie Borel, vas-y. La barque ouverte. Ce qui pétrifie dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu, affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'arrachement au pays quotidien, au Dieu protecteur, à la communauté tutélaire. Mais cela n'est rien encore. L'exil se supporte, même quand il foudroie. La deuxième nuit fut de torture, de la dégénérescence d'être, provenue de tant d'incroyables géhennes. Supposez 200 personnes entassées dans un espace qui à peine en eût pu contenir le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge des montées sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues. 20, 30 millions,
déportés pendant 2 siècles et plus, l'usure plus sempiternelle qu'une apocalypse. C'est un discours fondateur, c'est-à-dire que, Alain Boréal le disait tout à l'heure, c'est vrai que lors du colloque de Carthage que nous avions consacré à Édouard Glissant en 2005, j'avais eu cette espèce d'hubris à un moment donné qui est très excusable, au moment justement où il nous disait « Moi, je suis le déparleur, vous pouvez continuer de parler, moi, je parle dans mon coin ». J'ai dit ceci, j'ai dit « Cher Édouard Glissant, pour nous, en tout cas, vous êtes l'équivalent de ce qu'a été Homère pour les cités grecques. C'est-à-dire qu'à la fois, et c'est pour cela qu'on est obligé de vous écouter, vous nous avez restitué notre histoire pour les Antillais. Pas seulement pour les Antillais. Pas seulement pour les Antillais, puisque évidemment c'est un exemple qui vaut, non pas universel, mais qui est valable pour tous, comme il disait. Oui, mais c'est pas seulement dans le sens où c'est l'histoire de ceux qui viennent des esclaves, mais c'est aussi l'histoire de ceux qui ont vécu par les esclaves et par l'esclavagisme. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce que ce sont des histoires et des mémoires qui doivent se rencontrer, qui doivent se parler. Si longtemps qu'elles ne se rencontrent pas, qu'elles ne se parlent pas, on ne va pas avancer. Il avait coutume de dire, par rapport au voyage de Christophe Colomb, il dit c'est pas Christophe Colomb, c'est Christophe Colomb qui est parti et c'est moi qui suis revenu. Oui. Et ça, c'est les Indes. C'est-à-dire que c'est véritablement le poème que Sophie Bourrel lit et a lu à Carthage, justement. C'est-à-dire qu'il reprend le journal du voyage de Christophe Colomb pour véritablement montrer ce que Césaire nommait, c'est-à-dire la bouche, il sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Eh bien, il a été cette bouche-là, mais en montrant justement que cette expérience inédite a créé un monde totalement imprévu. C'est le monde des Amériques, c'est le monde des Antilles, et c'est un nouveau monde finalement. Alors, c'est le monde de la relation, c'est le monde de ce qu'il appelle la relation, qui est un concept extrêmement important. Alors, monde de la relation, est-ce que c'est en lien avec la manière dont il a pensé ce qu'est aussi la créolisation, c'est-à-dire que le monde, la marche naturelle du monde, c'est le métissage. Pas le métissage. C'est-à-dire que là, effectivement, il faut faire un peu attention avec Glissant en ce qui concerne la subtilité des concepts qu'il utilise. Ouais, c'est vrai que beaucoup manient ces concepts-là sans pour autant voir qu'il y a beaucoup de précision dans ce qu'il dit. Le métissage, il ne le récuse pas. De toute façon, c'est un fait. Mais ce qu'il constate, c'est que en fait, les entités qui ont été créées par la mise en contact de différentes origines, eh bien, ils sont mis en relation, c'est-à-dire, ils définissaient la relation comme étant la somme des différences du monde. Et ces différences sont mises dans des relations qui sont tout à fait inédites. Voilà ce qu'il entendait véritablement par relation, qui est évidemment directement lié à ce processus de la créolisation, c'est-à-dire un processus qui, en soi, avance, ne s'arrête jamais. D'enrichissement par les cultures, par les identités diverses. D'enrichissement et puis de mise en contact. De mise en contact parfois violent, de mise en contact qui vont donner des choses tout à fait imprévues. Par exemple, il parlait du jazz, il parlait bien sûr de la langue créole, il parlait de la cuisine même des Antilles, il parlait de tout ce que l'histoire finalement n'avait pas prévu. Édouard Glissant, c'est véritablement le penseur des imprévus. Absolument. Du tremblement. Du tremblement. Mais une chose que je voulais dire, pour les jeunes qui se construisaient leur identité en cherchant, puisqu'on est issu de culture composite, donc en recherchant une origine dans l'Afrique. La négritude était pour nous nécessaire parce que face aux complexes, vous voyez, les complexes d'infériorité, les complexes qui sont dans une actualité. Aimé Césaire nous donnait, à force de nous tenir debout, mais lui, il disait, mais cherchez comme ça, fouillez, et vous restez dans une histoire avec l'Afrique, dans une filiation continue, c'est vous masquer votre société. Elle est composite, donc il faut accepter cette disponibilité. Elle est composite, elle vient des Amériques. Elle vient des Amériques, mais elle crée autre chose qui est complètement inédite, qui ne se réduit pas à l'avant. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça va rejoindre le débat contre l'afrocentrisme. Aujourd'hui, il y a les sciences humaines où, aux États-Unis, dans les universités, c'est décrié parce que justement, il allait à l'encontre de ces prénotions où les étudiants, pour se fixer d'une identité, se raccrochaient à une identité d'Afrique qui est une identité vaine et que justement, il s'inscrivait contre ça. C'est pourquoi il est sa parole extrêmement féconde et libératrice et pas seulement. Pourquoi c'est une identité vaine? Je dirais l'identité vaine qui recherche à s'inscrire dans une continuité avec l'Afrique. Vous voyez, Édouard Glissant, c'est quelqu'un qui détestait l'idée de s'enfermer dans une identité racine unique. Ça veut dire qu'il disait une métaphore, le rhizome, pour dire que la racine unique, elle détruit ce qui est autour d'elle. Si vous vous installez dans une filiation comme ça, vous définissez le pur. Donc vous excluez par définition les autres. C'est pas notre histoire. Et c'est aussi
cette histoire, elle concerne toutes les sociétés humaines. Donc pour la première fois, on nous donnait en même temps de vivre dans ces espaces, dans ces interstices où il faut nous habituer à vivre ensemble et y mettre une belle notion qui nomme mondialité. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Vous savez, les conséquences politiques sont incalculables de cette transformation. Sophie Cette Bourrel. pensée, oui, c'est une pensée qui est très porteuse. Alors vous dites pas de métissage, vous oui, non, tout à l'heure. parce que le métissage voudrait dire le mélange, Ouais. et il n'y a plus de caractérisation, prévoir. il n'y a plus de, voilà. On peut prévoir le métissage, on peut mais pas la mélanger les colonisation. petits, on peut métisser les petits pois fripés, Voilà. pas Il fripés, a on voit très bien ça à souvent l'école. cette Et image. puis voilà, on sait ce que ça va donner à tel pourcentage. Ouais. C'était pas de ça dont il s'agissait. Lui, il parle de toutes les différences qui, mises l'une face aux autres, ensemble, se complètent et créent un être nouveau, quelque chose de nouveau et de différent toujours. Et toutes ces différences, l'une en face des autres, voilà, c'est l'avenir du monde. Finalement, ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que Glissant, finalement, a une pensée qui ne s'arrête jamais. Là où certains s'arrêtent à l'universel, s'arrêtent au métissage, cette pensée continue. Cette pensée est en marche. Et c'est ce qui fait véritablement, je crois, la singularité absolument irréductible d'Édouard Glissant. Ce que disait Steve Baccarat tout à l'heure est absolument essentiel, c'est-à-dire que le mouvement glissantien pour les Antillais, mais pour le monde entier, finalement, c'est de dire la chose suivante: arrêtez de chercher une racine unique. Ouais. Pensez le pluriel, pensez le divers, ce que Ségalen, véritablement, qui est un auteur essentiel pour lui, appelait le divers. Et c'est en cela que, pour les Antillais, mais c'est un exemple effectivement mondial, c'est un modèle en soi, c'est une attitude qui est proprement révolutionnaire. On arrête finalement de regarder vers une sorte de mythification des origines, et puis on rejette ce qu'il appelait les identités ataviques, et on se rapproche des identités rhizome de la mise en relation. Voilà. Alain Borer. C'est dire la place d'Édouard. Et elle est totalement singulière. On disait, dans la sorte de hiérarchie de la langue française qui comporte de grands soleils, que l'œuvre d'Édouard Glissant les rejoint. C'est-à-dire que, ayant fait ce choix de se l'approprier, il est à l'égal des plus grands. Il est à l'égal de La Bruyère ou de Racine. Mais alors, dans ce cas, le deuxième point essentiel me semble celui-ci. Au tournant du millénaire, la littérature française se porte mal. Elle n'a plus du tout le rayonnement, je suis de ceux qui le regrettent, qu'elle eut dans les siècles passés. Et aujourd'hui, vous savez, mes chers amis, ce qui se passe, c'est que c'est ce que l'on appelle les post-colonial studies, qui, dans toutes les universités du monde, en particulier dans l'hémisphère sud, mais dans tout l'empire anglo-saxon, se substituent aux études de la langue française. Désormais, regardez la place d'Édouard Glissant. Elle est tout simplement non pas celle d'un très grand écrivain de langue française parmi lesquels il a pris place. Elle est celle du premier grand écrivain des post-colonial studies. C'est le monde entier, et pas seulement ce que l'on appelait la francophonie, qui pleure Édouard Glissant aujourd'hui. C'est l'université de Pennsylvanie, c'est celle de Los Angeles, c'est New York, c'est dans toute c'est le monde, c'est le tout monde qui pleure Édouard Glissant aujourd'hui. Sa place nouvelle dans le nouveau millénaire est celle-ci. Il faut en prendre conscience. Le tout monde, Steve Baccarat, une autre idée Alors, politique et poétique d'Édouard oui, Glissant. alors, il y avait, moi, je me souviens, on avait, avec la revue Les Périphériques vous parlent, vous savez qu'il y avait ce fascicule, quand il est sorti, il y avait, alors j'avais vu un brouillon où il avait noté un chemin dans le monde. Après c'est venu le tout monde et après tout monde, tout simplement. Sans article. Sans article. Pour, je dirais, c'est une œuvre romanesque, c'est un roman qui est l'aboutissement d'un parcours où on parle du Morne, de la montagne jusqu'au delta. Donc c'est symbolique dans l'espace, parce que l'œuvre d'Édouard, c'est une géographie, à part de la géographie, et quand il parle de l'aridité, et on part du Morne, et on va au delta, le delta qui ouvre vers d'autres. Donc le tout monde, c'est le parcours de ces personnages, qui enfin sont, je dirais, dans le monde, avec l'expérience Sartorius, le roman des Bassoutos. Il invente un peuple qui, pour la première fois, son but, c'est d'établir la relation.
il est invu. Ça veut dire qu'en fait, ce peuple, il est, je dirais, invu, ça veut dire qu'il est, on ne le voit pas, mais il diffuse suffisamment, je dirais, dans nos interstices, dans notre inconscient, un imaginaire du tout monde qu'il nous donne à vivre et qu'il essaie comme ça de parcourir le monde. Et, voilà. Et à partir de ce tout monde qui est un concept de l'imaginaire, Édouard Glissant va bâtir vraiment quelque chose qui est à la hauteur de cet homme-là. Alors, sur le plan, je dirais, plus concret, il a fondé l'Institut du Tout-Monde en 2007. Il nous a demandé de le rejoindre pour créer justement ce réseau vraiment d'échanges. Alors, bien sûr, avec des îles, l'Île-de-France, la région Île-de-France, qui est une île qui s'accorde à l'archipel qu'il a créé, nous a rejoint pour créer ce réseau solidaire avec un musée nomade, où on a des chercheurs, on a l'Institut du Monde Caribé, on a comme ça pour pouvoir justement que cette pensée du tout monde, cette pensée de la relation puisse donner à vivre, donner à se représenter dans des lieux nomades, festifs, et où l'exigence elle est toujours de mise. Et je crois que Alain Borer, qui a eu le prix Édouard Glissant avec l'Institut du Tout Monde, qui était partenaire avec l'université, l'agence universitaire de la francophonie, l'université Paris 8, François Noudelman, qui est celui de séminaire, parce que l'Institut du Tout monde organise des activités, notamment un séminaire de littérature et de philosophie, entre autres un prix littéraire qui est le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout monde pour la première fois en 2010. Sophie Borel. Sur le Tout monde. Sur le Tout monde, l'Institut du Tout monde, disons que ce qui est impressionnant, je trouve, depuis la mort d'Édouard Glissant, c'est la sensation qu'il a créé une véritable famille autour de lui, un tissu, et que ce tissu nous permet de prévoir de beaucoup de choses. Donc, de beaucoup de choses, aussi bien artistiques que... Parce que vous n'assistez pas, quand vous parlez de cet aspect sur la question de l'imaginaire, alors qui est foisonnant, c'est justement mettre en relation des imaginaires des peuples, ce qu'on fait moins. Absolument. Oui. Et il disait que c'est très important pour les mémoires, par exemple. Il disait c'est plus difficile de travailler sous la relation entre les mémoires, par exemple, les mémoires des esclavages, que de travailler, c'est plus de la relation que d'une mémoire particulière, cultiver son truc. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Donc cette présence des peuples simultanément là, il nous faut travailler à créer des choses qui relient. Et c'est foisonnant. Moi, je travaille avec une association, les Cosmos Collectifs, qui, sur l'idée de l'héritage un petit peu des musiques noires dans le monde, sa déclinaison dans l'espace maghrébin, dans son espace brésilien, dans l'espace péruvien, mais c'était inouï de voir comment les conséquences de ce que ça peut donner, de travailler dans une identité de rhizome et avec justement je dirais les créations qui sont au bout. Il y a un aspect auquel je pense particulièrement pour ceux finalement qui n'auraient pas lu Édouard Glissant encore et sur lequel il faudrait insister quand on parle de Tout monde, quand on parle du roman Tout monde. C'est que peut-être il y a un aspect qui peut rebuter, on va dire, des lecteurs qui ont l'habitude des romans, on va dire, classiques, d'une veine un peu facile. C'est un aspect dont il ne faut pas avoir peur, mais dont simplement il faut avoir conscience. C'est que Glissant aime à faire dialoguer les genres dans ses romans. C'est finalement ce qui peut en faire, je dirais, la seule difficulté, entre guillemets, parce que moi je ne crois pas que ce soit véritablement une réelle difficulté. En tout cas, c'est une spécificité dont il ne faut absolument pas avoir peur. Il faut prendre ses romans, il faut s'en saisir, il faut essayer avec lui-même de déambuler dans les narrations, dans les imaginaires pour pouvoir voir ce que ça donne en termes littéraires. Mais je ne crois pas que ce soit ni une œuvre absconse, ni une œuvre hermétique. Cela, ce seraient des sortes de paravents qu'on pourrait dresser, comme on en dresse devant beaucoup de grands poètes, comme par exemple Saint John Perse. Le dialogue des genres, c'est une chose qui est absolument centrale dans la modernité littéraire. Alain Borer en sait quelque chose, puisqu'il fait également dialoguer les gens dans ses œuvres. Et donc, c'est des choses qu'il faut appréhender comme étant des formes artistiques qu'il faut pouvoir... Mais pouvoir quand même en déceler le sens, donc ça demande un effort, parce que... Alors, l'imaginaire est là, l'imagination est là, mais il faut un sens au bout. Tout à fait. Les sens se déclinent au fur et à mesure. Il faut aussi s'approprier les œuvres, que les sens viennent. Je ne pourrais pas nier... Non, parce que pour Alain Borer, il y a un sens, il m'a dit tout à l'heure. Il y a un seul sens et c'est ça. C'est ça pour vous. Oui, c'est ça. Alors c'est un peu complexe, mais vous allez nous le dire en 2 mots quand même. Loïc dit abscon, pas abscon.
Enfin, pas facile d'accès au premier abord. Ne nous le cachons pas, c'est vrai que c'est difficile. C'est exigeant, c'est une œuvre exigeante. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Et que c'est très beau. Ce sont deux choses différentes, hein, mais c'est très beau et très difficile. Moi, je pense que c'est très difficile. Mais ce n'est pas difficile d'accès. Ce n'est pas pour les savants, on a besoin de faire des études. Hein. Ça, la grande différence. Ça peut être très difficile, ça peut être très beau, et ça peut être d'accès facile. On n'a pas besoin de passer par la Sorbonne. Avec 15 ans, c'est ce que je ressens. Oui, tu as toujours 15 ans quand tu lis Édouard Glissant. Non, mais la question c'est, de quoi parlons-nous? Eh bien, figurez-vous que depuis que nous avons commencé à en parler, d'ailleurs avant l'émission et encore après, on continuera, nous parlons de poésie. Voyez-vous? Et la question est là, c'est qu'il ne s'agit pas, avec la poésie, une œuvre majeure s'inscrit dans l'histoire de la littérature mondiale, avec Édouard Glissant, mais il ne s'agit pas d'une tasse de thé, il ne s'agit pas d'un coup de violon, ni d'un moment agréable. Ce n'est plus ça du tout, la poésie. Cela n'a jamais été ça, d'ailleurs, vraiment. En s'associant avec Faulkner, avec Perse, avec Rimbaud, avec Claudel, assurément, et tous les grands, Édouard Glissant se place parmi les penseurs. Et vous, ça c'est une chose très intéressante, c'est la troisième chose que j'aimerais bien qu'on puisse faire aimer, parce que Loïc avait donc, vous savez, organisé un colloque savant à Tunis, et il y avait des savants, à Carthage, et il y avait des savants, et Madame Bourrel qui lisait admirablement déjà, et les savants échangeaient des noms de savants. Alors on parlait de les grands qui s'imposent, Derrida, Deleuze, Glissant. Et moi j'étais avec Édouard derrière, il me disait mais c'est pas du tout ça, on parle pas. Écoutez, vous savez quoi, on ne parle pas sur le même degré. On ne parle pas sur le même plan. On ne parle pas avec Deleuze et Derrida qui sont d'éminents philosophes, d'accord. On parle, c'est comme des avions qui ne sont pas à la même hauteur, tout à fait. Alors la question du sens est là. C'est que ça n'est pas... la poésie n'existe plus comme genre littéraire, ça n'est plus du tout, évidemment, l'art de faire des vers, il y avait assez longtemps. Hein. Cela n'a été, dès l'origine, que la faculté de penser. Et il s'agit pour Édouard Glissant, à travers la question essentielle que tu disais des racines, parce qu'aujourd'hui tout le monde pense en termes de racines, et pourtant nous ne sommes pas des végétaux. Et d'identité. Et d'identité. Il ne s'agit justement pas de se rabougrir sur cette idée fantasmatique, mais de s'ouvrir et de penser cette ouverture par le divers. Alors là, voilà une pensée. Elle n'est pas tout à fait rationnelle, mais elle est exactement de l'ordre du sens. Et elle fait sens aux deux sens du mot sens. C'est-à-dire, d'abord au sens de direction. Il s'agit d'aller direction, comme pour aller à la ville de Sens, où est né, où enseignait Mallarmé, mais aussi de donner sens au monde. Et cela se fait par des sortes d'intuitions, parce que Édouard ne l'interprète pas, le monde, il le précède, il l'ouvre. Alors, juste pour revenir à des choses un peu aussi concrètes, c'est comment faire la différence entre mondialité et mondialisation? C'est le point principal. Mais c'est le point principal. Je vais le dire, le point principal. Il veut le dire, le point principal. Vous allez tous dire. Vous allez tous dire le point principal. Le point principal, c'est que tout le monde parle de la mondialisation, et nous savons tous ce que c'est que la mondialisation, c'est que nous pensons, consommons tous de la même façon, et Édouard nous dit, avec sa problématique du tout monde, qui s'oppose justement, tiens, avec sa problématique du tout monde, qu'il y a du bon dans la mondialité. Qu'il faut savoir profiter du fait que vous nous supprimez nos portables, que les portables sont là, qu'il y a la télévision, et tout ce que nous savons des nouvelles technologies, mais c'est bon. La question n'est pas là. Elle est de ne pas perdre pour autant non pas notre identité, notre capacité de nous adapter au monde, de le transformer positivement. Ça, c'est la mondialité. C'est le tout monde. C'est le revers de la mondialisation. Le tout monde dans la mondialité. Allez-y, Sophie. Je dis, c'est juste le revers, c'est-à-dire, si la mondialisation existe, mais on peut en faire, nous, la mondialité. Tout dépend de la façon dont on se comporte dans la mondialisation. Je crois que là-dessus, rien n'est mieux, finalement, que d'en revenir au texte. Et que particulièrement les derniers essais d'Édouard Glissant affrontent
de plein pied cette question de la mondialisation et des risques de la mondialisation. Parce que pendant un moment, j'entendais des gens dire oui, mais enfin c'est bien beau de parler de mise en relation, de tout le monde, etc. Mais enfin, bon, il y a quand même une domination de l'empire américain, etc. Et Glissant ne pense pas ça. C'est totalement faux. Glissant a eu cette intuition du tout le monde en étant tout à fait conscient que ce que les penseurs économistes, etc., appelaient mondialisation, n'excluait pas ce qu'on a appelé le nouvel ordre mondial. Il n'a pas été exempt de ce genre de réflexion. Et il faut reprendre particulièrement les derniers essais de Glissant pour voir comment il arrive à articuler les deux, à la fois le champ de la mondialité, et puis la conscience des risques de la mondialisation, des risques finalement de l'équité des répartitions nord-sud, etc. C'est quelqu'un qui est très exigeant en termes de réalisme à la fois économique, social, etc. Ça n'a jamais cessé d'être un penseur politique également. Oui. Il ne faut jamais perdre cela de vue. On se souvient des grandes grèves qu'il y a eu en Guadeloupe, où un manifeste avec Gérard Delvert, Ernest Pépin signé, Patrick Chamoiseau. Parlant de 67. Non, là, les là, grands récemment, récemment, d'accord. en Guadeloupe, où Ouais. justement, 2007. où il dit les produits de haute nécessité. C'était le manifeste pour Tout à les fait. produits de haute nécessité. Très important. C'est-à-dire que les gens doivent se défendre les intérêts immédiats de conscience, mais il faut les exigences de produits plus hauts. Et donc, pour donner une perspective, le rapport à l'entour, le rapport aux autres. Et là, je veux dire, c'est une pensée éminemment politique, mais qui ne se laisse pas enfermer dans un esprit de système. Jamais. C'est ça, la force d'Édouard Glissant, c'est-à-dire qu'il vous tient toujours dans cette disponibilité à l'autre. Et vous savez, quand vous avez eu le mur ministère, quand il y a eu le manifeste, quand les murs tombent d'un ministère d'identité nationale, c'est pour vous dire que les questions qu'il posait, je veux dire, sont quand même... et ça a suscité des débats, ça a été discuté dans le monde entier, ça a été traduit et tout ça. Donc c'est pour vous dire qu'Édouard Glissant, dans son œuvre poétique et politique, jamais il n'y a eu de séparation entre l'un et l'autre. Mais en même temps, il gardait sa distance et son exigence de poète, non pas pour se croire au-dessus de la mêlée, c'est pas ça du tout, parce qu'il avait des manœuvres communes, mais il n'avait pas une logorée militante pour dire... Il me disait, il avait coutume de dire, mais fais-le, qu'est-ce que tu as pas à discourir, à théoriser ton engagement, fais-le, mais l'homme n'a pas à être fixé, à être enchaîné. Et voilà, ça c'était D'ailleurs, très important. là-dessus, il y a un mot d'Édouard Glissant qui est très important et qui permet de rejoindre ce que disait Alain Boréa tout à l'heure par rapport à cette définition finalement antique du poétique, pré-socratique. Il n'a rien à voir effectivement avec la définition un peu conventionnelle, on va dire, du romantisme ou bien de la vulgate romantique. C'est qu'il disait que la poésie finalement pour lui, c'est quoi ? C'est l'intuition des vérités et des non-vérités du monde. Alors, j'insiste bien sur intuition, parce qu'il n'y a jamais d'enfermement idéologique chez Édouard Glissant, et même dans sa réflexion conceptuelle, on ne voit jamais des choses figées, ce sont des choses toujours mouvantes, la pensée du tremblement, il ne faut jamais oublier ça. Donc, une intuition. On retrouve là un lecteur de Bergson, c'est quelqu'un qui est toujours en attente des bruissements du monde. Voilà, bruissement à la fois sur la conscience sociologique, économique, etc., et puis bruissement esthétique également. Voilà. Et penser du tremblement aussi sur l'acte de création, sur... Alain Boréa, vous parliez de cette langue foisonnante, riche, française hein, dans l'écriture, mais en même temps, Édouard Glissant encourageait les autres langues, les différents modes d'expression et les cultures des peuples qui s'expriment en quelque sorte à égalité Cela dans est cette tout à fait mondialité. possible. Cela est nécessaire. Les langues elles-mêmes sont tissées des autres. La langue, c'est l'écoute. Une écoute originelle. Si vous parlez la langue française, vous êtes attablé avec Villon, avec Louis XIV, et ils vous comprennent à 90%, hein. Mais aussi, ils vous entendent. Et il fait entendre sa voix très loin, mais aussi au sens où elle a à s'enrichir des autres. Alors, il y a Derek Walcott, le prix Nobel antillais, j'ose dire, de l'autre côté anglophone. C'est tout à fait le même hein, que celui-là qui ose parler en langue française. Elle a régénéré, j'y reviens. Mais avec la dimension philosophique de l'ouverture au monde. C'est-à-dire que là, vous avez parlé, on est tenté de parler de politique, parce que ce monde déconne totalement, tout le temps. Mais la question principale, c'est celle du sens, nous en parlons. C'est-à-dire que les politiques n'ont pas le rapport au sens, ils ont perdu le rapport au sens. Et celui qui est en tête de cela, c'est le poète.
C'est en ce sens que Édouard a salué l'élection d'Obama. L'élection au sens grec, hein, le choix. Est-ce qu'Obama... La politique, hein, Comme un acte. Est-ce qu'il Comme un avait acte anticipé en quelque sorte, de par sa pensée, cette élection, Oui, cette c'est arrivée? pas tant le prophète, celui qui voit par avance, que celui qui ouvre la voie et reconnaît la bonne. Et dans l'acte d'élection d'Obama, il a salué opportunément le grand acte poétique. Et ça ne veut pas dire que son programme sera l'acte de la poésie, ça veut dire que c'est la bonne direction, entendons-nous par là, entendons nos langues par là. Et voyez-vous, l'idée principale se tient là, c'est que il s'agit, l'enjeu est de penser le monde au sens où on voudrait savoir comment l'habiter. Avec Édouard, avec l'œuvre, je pense même avec Édouard personnellement, mais avec son œuvre et ce qui nous laisse à penser, nous pouvons habiter le monde, comme disait Hölderlin, habiter poétiquement le monde. Mais sur le plan français, vous savez que depuis quelques années, on tente de penser les diversités en France. Est-ce que vous pensez qu'on suit en ce moment les traces d'Édouard Glissant? Je ne suis pas convaincu qu'on réponse est soit, non. en tout cas, Pas du vraiment tout. en écoute des subtilités de cette œuvre-là. Parce que si on était justement tous des lecteurs de Glissant, ce qu'il faut souhaiter, on saurait que, évidemment, le risque du communautarisme est toujours là et que c'est une idiotie autant que les autres pièges qui pourraient nous attendre. Et donc, tout renfermement identitaire, toute crispation, toute argumentation en ce sens-là, de toute façon, est anti-glissantien. C'est-à-dire qu'il faut, si on va profondément dans ces textes-là, et j'insiste particulièrement dans les derniers essais, il faut prendre conscience du défi qu'il nous lance. Il nous dit toujours, pour atteindre cette mondialité, pour atteindre cette mise en relation, ne vous arrêtez pas à des réflexes, à des replis, à des choses de cet ordre-là. Je crains qu'aujourd'hui en France, on soit un peu tenté par l'inverse, par la facilité. La réponse est non. Vous dites, je vais donner la parole tout de suite, mais juste parce qu'Alain Borra disait non tout de suite catégoriquement. Oui, parce que cette œuvre tellement exigeante et tellement belle s'inscrit dans une époque de déculturation. Et nous sommes même dans un sommet de déculturation. Davantage même, l'inculture est au sommet. Il y avait eu beaucoup de témoignages des politiques. On voit avec Jacques Harley dans son truc, figure de la créolité. Je trouve qu'ils n'avaient rien compris du tout. Vous voyez, ça devient comme un exercice de style où on fait bon. Mais bon, je veux dire. Quand on parle d'Édouard Glissant. Voilà, mais oui, quand je lisais des commentaires de la presse, surtout au niveau politique, vraiment. Mais il y a quand même des gens qui, au niveau politique, ont eu un engagement et qui ont dit mais ça nous a ébranlé comme cette pensée-là. Alors c'est pas du côté où on le pense, mais c'est vrai que son exigence, elle nous habite et elle nous rend, je dirais, plus que... Et tout le monde, je veux dire, moi je suis frappé de... vous savez, il y a un souvenir que je voulais donner. Édouard Glissant, moi je me souviens au Diamant, au bord de mer, il me disait, mais ne descends pas au bord de mer, il y avait... Ne descends pas, il y a des tortues, tu sais qu'elles viennent ramener leurs petits la soirée, les mamans, et puis le matin, elles les ramènent, elles repartent. Hein. Donc toi, tu vas pas au bord de mer parce que tu pourrais les déranger. Mais tu ne peux pas le voir ça. Tu n'es pas poète. C'est cette faculté d'avoir toujours sur le monde dans le regard cette écoute poétique, cette écoute de l'eau, cette écoute du lieu. Et je crois que ça, si ça nous habitait, au sens homme politique et tout ça, je ne pense pas qu'il travaillerait à déconstruire, à déstructurer le vivant comme ils le font aujourd'hui. Je crois qu'Édouard Glissant est un penseur du vivant et de la relation vivante. C'est l'humanisme le plus exigeant qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Un humanisme qui finalement requiert plus qu'il n'accorde. Donc c'est un exemple qu'il faut suivre, mais qu'il faut véritablement se donner les moyens de suivre, vraiment. C'est la poétique de la relation. La poétique de la relation, tout à fait. Sophie Borel, je vous ai interrompu, excusez-moi. Oui, non, ce qui me frappe, moi, c'est que c'est la première fois, finalement, avec Glissant, que je percevais la politique et le poétique qui pouvaient se côtoyer. Oui. Qui pouvaient se côtoyer, être face à face et créer quelque chose à partir de là. Oui. Je n'avais jamais pensé ça avant. Mais c'est le même mot presque même. Oui, c'est même pas côtoyer, ça peut être le même mot. Oui. C'est peut-être une œuvre de création qui est la vivre. Ça peut être un rapport au réel. En tout cas, l'écriture n'est pas au service du politique, mais c'est... Ah bien sûr que non. Elle ouvre. C'est la création qui amène la pensée politique. Oui, c'est ça. Elle ouvre une pensée poétique, c'est-à-dire politique, ça veut dire au réel. Hein. Elle aboutit au réel. C'est-à-dire que c'est la politique comme l'entendait finalement un autre très grand poète, c'est Neruda.
Je pensais à lui quand Steve Baccarat disait tout à l'heure qu'il s'était assis, qu'il avait ouvert la lézarde et qu'il avait compris d'emblée que ça allait changer sa vie et sa psyché. Eh bien, il y a un poème de Neruda qui s'ouvre exactement sur la même image et qui compare un livre à un coffre dans lequel un trésor qui n'est pas prévu, qui est tout à fait inattendu, se love. Alors ça, c'est effectivement deux penseurs qui ont été à la fois des politiques et des poètes qui nous permettent de penser finalement l'harmonie entre les deux. On arrive bientôt à la fin de l'émission, on va écouter évidemment un extrait des Indes, mais avant cela, peut-être indiquer à nos téléspectateurs, pour ceux qui souhaitent découvrir Édouard Glissant, surtout les plus jeunes d'entre eux, par quelle œuvre doivent-ils commencer? Parce que ce n'est pas forcément la chronologie, Alain Borel. Non, mais c'est une sphère. Ouais. Il y a des œuvres, c'est assez rare, je pense à Montaigne, à Shakespeare, à Proust, qui sont des sphères. Donc vous la prenez n'importe où sur la sphère. D'accord. Peut-être pour les jeunes, commencer, parce que c'est un grand privilège dont ils disposent, par des livres de poche qui sont partout et accessibles à bon prix, par un poche d'Édouard. Je pense à La Lézarde, qui est finalement un récit très abordable, non pas que ces autres récits soient moins abordables, mais c'est quand même une porte d'entrée, je crois, assez aisée, et puis qui déjà contient beaucoup de choses. Soleil de la conscience également, dans un autre genre, et puis évidemment, Sophie Bourrel va tout de suite vous le dire, les Indes, pour ce qui est de l'œuvre poétique, qui est certainement la matrice même de son œuvre poétique, les Indes. Et pourquoi, Sophie Bourrel, les Indes en premier? Les Indes, parce que justement, il me semble que la langue... l'intérêt des Indes, c'est que ça raconte une histoire dont tout le monde a entendu parler. Oui. En même temps, tout le long de cette histoire, on apprend des choses. Et en même temps, tout le long de cette histoire, on revit à l'intérieur de soi, on reconstruit à l'intérieur de soi une mémoire dont on n'a pas trop les détails. Et malheureusement, il serait bon qu'on ait tous un petit peu les détails pour qu'on puisse un peu communiquer. Et donc, ça fait faire un véritable voyage à celui qui écoute ou qui découvre en lisant. Mais c'est aussi un voyage à travers les mots, c'est-à-dire que ça développe un imaginaire énorme parce que les mots ne sont pas tout à fait agencés de cette façon qu'on connaît, dont on a l'habitude, et ce déplacement imperceptible fait qu'on se retrouve en danger et donc en situation de vivre un imprévu. Steve Baccarat. Moi, je dirais que l'introduction à une poétique du divers, qui est les discussions, qu'il aime beaucoup discuter, Édouard. Charles, comme diraient les Espagnols, il est dansé en même temps. C'est quelqu'un d'extrêmement vivant et d'extrêmement fraternel. Introduction à une poétique du divers. Et puis l'Institut du Tout-Monde a un site, www.toutmonde.com. Oui. Moi, j'invite les gens à nous rejoindre parce qu'on va faire beaucoup de choses. Avec l'œuvre d'Édouard, on va se relier. Édouard disait, nous sommes les liens que nous tissons. Si je puis me permettre d'ailleurs, Steve, je voudrais signaler à tous que, bon, il y a quelques années, Édouard Glissant m'avait demandé de m'atteler à un site internet officiel pour lui. C'est un site internet qui a existé un moment et puis qui a été suspendu suite, on va dire, à des problèmes techniques, d'hébergement, etc. Et c'est un site que nous allons, face à l'émotion qui a été provoquée par le décès d'Édouard Glissant, que nous allons remettre en ligne à la fin de cette semaine, donc vendredi, à deux adresses, edouardglissant.fr et edouardglissant.com. Très bien. Voilà. Alors on va écouter Sophie Bourrel pour un extrait des Indes avant de présenter quelques ouvrages d'Édouard Glissant. Les Indes. L'appel. 1492. Les grands découvreurs s'élancent sur l'Atlantique à la recherche des Indes. Avec eux, le poème commence. Tous ceux aussi, avant et après ce jour nouveau, qui ont connu leurs rêves, en ont vécu ou en sont morts. L'imagination crée à l'homme des Indes toujours suscitées que l'homme dispute au monde. Ceux qui partirent d'Espagne et du Portugal, convoitant l'or et les épices, mais soldats et mystiques aussi. Le chant nomme le père là-bas, jacobin et corsaire. Puis ce nègre prophète qu'il fit fouetter à sang, lequel avait vu grandir sur la mer avant qu'ils eussent paru les bateaux, et nomme Toussaint l'Ouverture, esclave et libérateur d'Haïti. Mais il ne faut anticiper sur l'histoire. Voici le port en fête, l'aventure qui se noue,
le rêve s'épuise dans son projet, l'homme a peur de son désir au moment de le satisfaire. Sur Gênes va s'ouvrir le pré des cloches d'aventure. Ô lyre d'airain et de vent dans l'air lyrique de départ, l'encre est à jour et la très douce hébétude qu'on la tarisse au loin d'une autre salaison. Oh, le sel de la mer est plus propice ici que l'eau bénite de l'évêque, cependant que la foule fait silence et elle entend la suite de l'histoire. Ville, écoute et sois pieuse. Religion te sera faite dans nos cœurs, qui avons su l'émoi et la boussole et d'autres œuvres sur la voile. L'homme arrête le geste, il dit, gardant l'écume, « Ce combat fut d'écume, de foi, de soleil et de sang, où l'or taché de sang avait sa part essentielle, et la folie sa part. Et quelqu'un dit, nous sommes plage de l'écume. Il dit, nous sur la plage, il nous est fait licence de nous assembler à la proue de la voix, de crier sur la plage l'éclair, seule raison des écumeurs. Inde, ce fut ainsi par votre nom cloué sur la folie que commença la mer. Avait-elle pris forme ou pris naissance, dites-le, jusqu'à ce jour, quand les vieillards de ce côté que verdit le soleil se levèrent et dirent balbutiant, où va le souffle sont les Indes. Ils priaient et faisaient lance de leur Dieu pour le planter sur la première grève. Puis ils partirent. Merci Sophie, merci beaucoup. Merci infiniment. On va rappeler donc le traité du tout monde d'Édouard Glissant chez Gallimard, mais aussi on retrouve tout ça aux éditions Poche, d'après vous, Alain Borère. Oh, d'abord les poèmes en poche, oui. Les poèmes en poche. En poche. On va citer également l'Intention poétique chez Gallimard et Soleil de la conscience chez Gallimard. Voilà 3 exemples pour commencer à lire. Et l'anthologie. Oui, ah oui. Alors là, c'est vraiment... La Aux éditions terre, Galade. le feu, l'eau et les vents, donc une anthologie de la poésie du tout monde. Aux éditions Galade. Était son dernier Galade, livre. oui. Oui. Son dernier livre d'ouverture. Galade et Institut du tout monde, une coproduction. Bien, voilà. Merci infiniment, j'étais ravi de vous écouter. Plaisir. J'espère qu'on Merci. aura contribué à découvrir ou à faire redécouvrir en tout cas Édouard Glissant. Merci à Loïc Séry, merci à Alain Borère, merci Sophie Bourrel et merci à Steve Baccarat. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de Toutes les France, postez vos commentaires et demain, un autre Toutes les France. Au revoir.